Aujourd'hui, dans l'émission L'Ukraine aujourd'hui, la direction principale du renseignement ukrainien continue de détruire des cibles ennemies. De nombreux moyens de défense antiaérienne ennemis ont été détruits, et cela rien que pour le mois de janvier. Que se passe-t-il sur le front en Ukraine? L'armée russe s'est retrouvée sans Starlink. Elon Musk les a déconnectés des satellites. Pression sur Mirnograd et Pokrovsk, ainsi que redéploiement atypique des occupants dans la région de Donetsk. À Moscou, une tentative d'assassinat a été commise contre le général Alexeev, qui supervisait les sociétés militaires privées russes et l'utilisation de la substance toxique Novichok dans différents pays. Le Kremlin a de nouveau modifié les drones iraniens. Les États-Unis ont proposé d'instaurer une trêve énergétique. L'Ukraine a accepté, mais la Russie n'a pas encore donné son accord. Il s'est avéré que de nombreux hommes politiques et célébrités russes sont mentionnés dans les archives d'Epstein. J'ai rassemblé pour vous les nouvelles les plus importantes et essentielles concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine de la semaine écoulée. Je m'appelle Yulia Kort. Bonsoir. C'est quelque chose d'incroyable. Rien qu'en janvier 2026, les fantômes ukrainiens de la direction principale du renseignement ont frappé 6 sites de la défense antiaérienne ennemie sur toute la ligne de front. Cette fois, les victimes des frappes précises des agents du renseignement militaire ont été le Pantsir S-1, le Tor M1, le Tor M2, avec leurs véhicules de rechargement, le complexe radar Nebo M et le Protivnik GE. Comment cela s'est-il passé? Regardons la vidéo. L'armée russe a perdu ses yeux et ses oreilles. Elon Musk a coupé les occupants de l'accès au satellite Starlink. Nous allons vous expliquer à quel point cela tourne à la catastrophe pour l'armée de Poutine sur le front. Ils se plaignent. Dans toutes les unités des forces armées russes, la communication a disparu. En ce moment même, tout est revenu à l'état du début de l'opération militaire spéciale en 2022, lorsque toute coordination entre les unités était totalement absente, ce qui a mené aux résultats bien connus. Ils écrivaient des poèmes. La communication a disparu, il n'y a plus de liaison. Quelle est la cause de nos malheurs? C'est la faute d'Elon Musk. Elon, qu'est-ce qui t'arrive? Ils vont même jusqu'à menacer. Eh bien Trump, maintenant il faut décrocher le téléphone et appeler Musk. À un moment donné, leurs relations se sont détériorées. Allez, va les voir calmement, explique-leur, reprends-toi, ne coupe pas seulement Starlink aux Russes, coupe-le complètement à tout le monde. La raison de cette hystérie russe à tous les niveaux, c'est la coupure de Starlink en première ligne chez l'occupant. L'armée russe connaît actuellement un véritable shutdown sur le front. Z et Nkori racontent les problèmes rencontrés lors des assauts contre les positions des forces armées ukrainiennes et traitent Elon Musk de fasciste. La communication dans les troupes russes est coupée à grande échelle. Cela réduit considérablement la capacité de combat des troupes. Les drones russes utilisent justement ces terminaux Starlink. Cela a immédiatement suscité toute une énorme inquiétude en Ukraine, et la société SpaceX et Starlink donc prennent leurs propres mesures. Quelles mesures? Tous les appareils non enregistrés sont désactivés. Déjà en décembre de l'année dernière, le spécialiste ukrainien en radioélectronique Sergei Bezkresnov écrivait que les Russes avaient commencé à installer des terminaux Starlink sur des drones d'attaque et que les opérateurs russes contrôlaient les appareils en temps réel. À ce jour, il n'existe aucun moyen moderne de guerre électronique capable de brouiller cette communication. Et cela permettait, grâce à une excellente qualité de débit de connexion en temps réel, de faire passer de manière extrêmement précise des drones à très basse altitude, à travers l'ensemble de notre dispositif complexe de défense anti-aérienne. Fin janvier, les Russes ont utilisé Starlink pour détruire des hélicoptères des forces armées ukrainiennes dans la région de Kirovograd, à des centaines de kilomètres de la ligne de front, ainsi qu'un train de passagers dans la région de Kharkiv. Désormais, Bezkresnov a écrit que l'armée russe avait subi une contre-attaque. Sur les fronts, ce n'est même plus un problème, c'est une catastrophe pour l'ennemi. Toute la gestion des troupes est à l'arrêt. Sur de nombreux secteurs, les actions d'assaut ont été stoppées. Dans nos troupes, on a constaté que ceux qui n'avaient pas soumis rapidement les listes pour les Starlink privés ont rencontré des problèmes. Le processus de traitement se poursuit.
Le spécialiste ukrainien a également suggéré aux occupants de se souvenir de l'expérience de leur père et de commencer à apprendre l'alphabet morse. Il y a moins de 2 semaines, Sergei Flash Beskresnov est devenu conseiller pour les questions technologiques auprès du nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov. Il est fort probable que cette nomination ait été l'un des facteurs qui ont poussé Fedorov à s'adresser officiellement à SpaceX. En Russie, Starlink ne fonctionne pas. Les occupants achetaient des terminaux dans des pays tiers et les activaient sur des comptes étrangers. Ces terminaux fonctionnaient sur le territoire ukrainien et assuraient la communication de l'armée russe en première ligne. Le nouveau ministre de la Défense, Mikhail Fedorov, a demandé à Musk de bloquer d'urgence sur le territoire ukrainien tous les terminaux qui ne sont pas directement liés au ministère de la Défense de l'Ukraine. Dans le même temps, les utilisateurs ukrainiens ont la possibilité d'enregistrer un terminal non officiel via un système électronique spécial. Les Starlink inscrits sur la liste blanche fonctionnent, les terminaux des Russes sont déjà bloqués. Nous continuons à vérifier les terminaux Starlink. La première série de terminaux inscrits sur la liste blanche fonctionne déjà. Pour l'instant, les listes blanches sont mises à jour une fois par jour. Si vous avez soumis votre terminal pour enregistrement mais qu'il ne fonctionne pas encore, il faut patienter. C'est un processus de grande envergure qui demande du temps. En parallèle, nous travaillons déjà à faire en sorte que les données soient vérifiées en temps réel. L'ampleur de l'utilisation des Starlink par l'armée russe a également surpris le commandement ukrainien. La communication, c'est la logistique dans des conditions difficiles, où à plusieurs kilomètres du front, toutes les voies d'approvisionnement sont surveillées par les drones ennemis. Sans la transmission de gros volumes d'informations par ce canal, il n'y aura tout simplement pas d'approvisionnement. Nous recevons de notre renseignement des informations sur une panique totale parmi les Russes. Actuellement, aucun canal de commandement des troupes russes sur les fronts, y compris pour les pilotes de guerre électroniques, de reconnaissance radio et de LBS, ne fonctionne. Nous avons donc maintenant décidé d'arrêter, disons-le ainsi, en quelque sorte. Nous avons à présent stoppé les tentatives de l'ennemi de nous attaquer avec des drones utilisant Starlink. Nous nous attendions à ce que les Russes aient déjà commencé à utiliser les Starlink sur de petits drones comme le Molnia ou le BM-35, ou à utiliser des drones de type Shahed. C'était une question de temps. C'était un très grand danger pour nous, et c'est pourquoi nous avons pris des mesures critiques de notre côté. Il s'agit de mesures absolument cruciales que nous devons entreprendre de notre côté. Actuellement, l'armée russe n'a pas de remplacement digne de ce nom. L'analogue russe de Starlink, le système Razvet, qui devait être lancé en 2027, n'est absolument pas prêt. Le satellite qui doit assurer cette connexion n'a même pas encore été conçu ni lancé. Donc, la solution la plus efficace pour les soldats russes, pour l'instant, c'est de se rappeler du morse. Eh bien maintenant, parlons de la situation dans le Donbass. Les troupes pro-Kremlin ont avancé depuis Soledar en direction de Slaviansk et continuent d'accumuler des effectifs et du matériel lourd en vue d'un probable assaut sur Mirnograd. Selon les militaires ukrainiens, des actions actives sont en cours dans cette direction. Les forces de défense contrôlent la partie nord de Pokrovsk où se poursuivent des opérations de recherche et d'assaut ainsi que l'élimination des soldats russes dans les zones urbaines. Les tentatives de l'ennemi de s'établir au sud de la ville sont contrecarrées par des frappes systématiques. À Mirnograd, nos défenseurs tiennent plusieurs lignes défensives. Cependant, la Fédération de Russie intensifie la pression sur la partie nord de la ville, accumulant du personnel et du matériel. Des frappes sont également menées au maximum sur les lieux de concentration et les itinéraires logistiques de l'ennemi. Ce qui se passe actuellement sur le front et autour de celui-ci, dans notre reportage, Poutine prépare une offensive d'envergure pour ce printemps. Selon l'évaluation de plusieurs analystes, dans les 2 ou 3 prochains mois, la Fédération de Russie pourrait tenter de mener 2 grandes opérations offensives en direction de Kramatorsk et vers Zaporijia. Cela est confirmé par la formation de réserves stratégiques, l'accumulation de matériel et de munitions sur les axes clés, ainsi que le transfert supplémentaire de systèmes de défense anti-aérienne et de guerre électronique dans ces zones. Ce qui va se passer ne dépend que d'une seule personne, Poutine. Vous comprenez, la Russie est une dictature personnaliste, c'est-à-dire un État extrêmement centré sur une seule personne. Et tout le reste de l'establishment peut vouloir une chose. Mais si Poutine veut autre chose, l'avis de tout l'establishment n'aura aucune importance. Cependant,
Quels que soient les désirs de Poutine, tous ces rêves se heurteront très probablement à la dure réalité de la situation sur le champ de bataille. Le front russe s'effondre. Dès avril, le Kremlin n'aura plus de quoi lancer des offensives et l'argent vient à manquer. C'est ce qu'écrivent déjà les militaires ukrainiens. Le transfert de réserves par la Russie près de Slaviansk ne témoigne pas d'une offensive imminente, mais plutôt d'une situation critique au sein de l'armée russe. Les troupes russes sont contraintes de faire appel prématurément aux réserves du printemps pour mener des assauts dans la direction de Slaviansk. Si cela continue ainsi, à cause du manque de soldats, les occupants ne feront que battre en retraite d'ici l'été. Dès maintenant, en février, ils sont obligés de transférer des réserves depuis les secteurs voisins du front vers la direction de Slaviansk. Et ce qui était prévu pour le printemps, il se peut donc qu'en avril, il n'y ait déjà plus personne pour lancer une offensive vers Slaviansk. En plus des soldats et du matériel, le Kremlin manque désespérément d'argent ces derniers mois pour attirer sans cesse de nouveaux lots de chair à canon. En Russie, en fait, une crise bancaire a commencé. Certes, elle est encore sous une forme latente, mais néanmoins, selon leur propre système de référence, les paramètres qu'ils utilisent, c'est en principe déjà une crise bancaire. Mais le Kremlin ne s'arrête pas pour autant et continue impitoyablement à sacrifier ses soldats sur le front. N'ayant pas obtenu de succès notable sur le segment allant de Zaporijia à Pokrovsk, l'armée russe fait pression dans les régions de Soumy et de Kharkiv. L'ennemi s'est installé sur de nouveaux tronçons à la frontière, parfois jusqu'à 4 km à l'intérieur du territoire ukrainien. À cela, nos défenseurs répondent par des frappes précises sur les rassemblements d'occupants. Voici comment l'aviation ukrainienne porte de puissants coups sur les points d'appui des groupes d'assaut ennemis. Et ici, les forces armées ukrainiennes coupent déjà la logistique russe dans la direction de Konstantinovka. L'ennemi a perdu d'un coup 7 de ses fourgonnettes, 2 voitures particulières et, au minimum, 3 soldats. Moins un abri et 2 canons ennemis. C'est le bilan des dernières 24 heures pour les combattants de l'unité Shadow. Chaque jour, les occupants subissent des pertes à la suite des frappes de nos unités, y compris à Oleshki. Et que pensez-vous du travail des forces spéciales du groupe tactique Revanche de la Légion internationale du Gur? Les éclaireurs anéantissent complètement l'infanterie russe et ses abris et détruisent également les canons et les lance-roquettes ennemis dans la région de Stepnogorsk, dans l'oblast de Zaporijia. Et cette cible rare pour les forces armées ukrainiennes est à mettre au crédit des soldats de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Comme l'ont établi les éclaireurs aériens ukrainiens, le complexe robotisé transportait des mortiers et des munitions à l'ennemi, ce pourquoi il a été détruit. Une telle précision et une telle coordination dans le travail des forces armées ukrainiennes terrifient les généraux du Kremlin. Ils ne savent littéralement plus quoi faire. Leur armée bat déjà pour la 2e fois ses propres records de mortalité. En janvier 2026, la Russie a de nouveau perdu plus de soldats qu'elle n'a pu en mobiliser. Comme il a été rapporté, environ 22 000 nouvelles recrues ont rejoint l'armée russe au cours du mois dernier. Dans le même temps, les pertes confirmées des occupants se sont élevées à plus de 30 500 personnes. Et tandis que Poutine et son armée battent des records de pertes, les forces armées ukrainiennes affichent déjà des résultats records dans la destruction de drones ennemis. Ainsi, le mois dernier, les forces de défense ont atteint leurs meilleurs résultats en matière de destruction de Shaheds. Et même si cela ressemble à des scènes d'un film d'action hollywoodien, c'est exactement ainsi que nos défenseurs opèrent. Un hélicoptère des forces armées ukrainiennes, équipé d'une mitrailleuse M134 minigun, fait son travail. Les Russes utilisent les drones Geran ou Shahed d'une nouvelle manière. En plus de les utiliser pour attaquer les villes ukrainiennes, détruisant l'infrastructure et les habitations des Ukrainiens, ils les ont modifiés et ont commencé à les employer comme transporteurs d'autres drones, des drones d'attaque ou de reconnaissance envoyés en profondeur à l'arrière ukrainien. Les troupes russes ont déjà utilisé d'autres drones, par exemple le Molnia, comme transporteur, mais ces drones ont une portée nettement inférieure. Malgré cela, il est peu probable que les forces armées ukrainiennes utilisent des systèmes de défense anti-aérienne pour détruire ces petits drones FPV à l'arrière, car ces missiles sont très précieux, ils sont rares et chacun d'eux vaut son pesant d'or et peut sauver des vies.
L'essence russe coûte désormais plus cher que l'américaine et au printemps, une nouvelle flambée des prix du carburant automobile est attendue dans les stations-service du pays. Ainsi, les Russes perdent la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ils devront payer de plus en plus. L'essence en Russie est désormais un luxe et non plus un carburant pour se déplacer. Poutine en est arrivé au point où les produits pétroliers en Russie coûtent déjà plus cher qu'aux États-Unis. En 2026, les Russes devront payer plus cher qu'un Américain pour un litre de diesel ou de samplon 95. Quant aux automobilistes, que puis-je leur dire? Profitez de l'occasion, faites toujours le plein à chaque fois, car la prochaine fois, vous paierez un autre prix. Ainsi, dès aujourd'hui, un litre de carburant aux États-Unis coûte déjà presque 5 roubles russes de moins que dans le pays agresseur. Et cet écart ne cesse de grandir inexorablement. Et tout cela parce qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, les prix du carburant baissent en suivant les cotations mondiales du pétrole, alors qu'en Russie, la situation est complètement opposée. L'essence ne fait qu'augmenter régulièrement. De plus, le tarif du carburant en Russie dépasse même le niveau de l'inflation. La formation des prix du pétrole en Russie est vraiment unique, oui. Les prix du pétrole baissent, l'essence augmente. Les prix du pétrole montent, l'essence augmente aussi. La faute en revient à la cupidité du Kremlin. Le gouvernement russe continue d'intégrer dans ses calculs des indicateurs irréalistes. En raison des sanctions et, par conséquent, de la baisse des revenus d'exportation, les compagnies pétrolières russes se retrouvent privées de super profits. Le prix du pétrole russe va osciller autour de $40. Cela signifie qu'au lieu d'être une source de revenus, la situation s'inverse complètement et un grand trou se forme, c'est-à-dire un manque à gagner fiscal pour le budget provenant du pétrole. Et en quelque sorte, la liste des pourvoyeurs s'est considérablement réduite. Mais le nombre de parasites au Kremlin ne fait qu'augmenter. Les négociants pétroliers russes compensent leurs pertes avec la permission de Poutine aux frais des contribuables russes. L'année dernière, les compagnies pétrolières ont reçu 900 milliards de roubles du budget, soit presque 1 trillion. Ainsi, le budget russe a versé cet argent aux compagnies pétrolières pour qu'elles n'augmentent pas les prix de l'essence, mais elles les ont quand même augmentés. Et les choses ne feront qu'empirer, affirment d'une seule voix les analystes. Les prévisions pour l'économie russe dans les prochaines années sont peu encourageantes. Les prix moyens annuels du Brent ne feront que baisser en 2026. En représailles, les négociants pétroliers russes continueront d'augmenter les prix dans les stations-service, tout en créant une pénurie artificielle. Autrement dit, les pétroliers essaieront de compenser sur le marché intérieur ce qu'ils n'ont pas obtenu à l'export. Ils expliqueront cela par toutes sortes de difficultés, comme les frappes ukrainiennes sur les raffineries. On voit bien qu'ils sont malins comme un enfant rusé qui tête deux mers à la fois, n'est-ce pas? Ils ont reçu 1 billion du budget grâce au mécanisme d'amortissement et ils ont quand même augmenté les prix. Selon Rostat, l'essence a augmenté de 11% en 2025. Autrement dit, je pense qu'ils ne laisseront pas passer leur chance, donc il faut s'attendre à de nouvelles flambées des prix de l'essence, qui seront expliquées par des facteurs saisonniers. Mais en réalité, les prix augmentent de façon saisonnière et ne redescendent pas une fois la saison terminée. Donc au final, tout cela revient à ce que tout le monde va venir piocher dans les poches des Russes. Dans leur portefeuille. On pourrait croire que c'est élémentaire. Si Poutine et ses amis, les oligarques du pétrole, n'ont plus où vendre leur pétrole sur les marchés mondiaux, c'est le moment idéal pour se concentrer sur le marché intérieur. Mais ce n'est pas si simple. Bien sûr, on peut la raffiner et la vendre à l'intérieur du pays pour que les citoyens aiment plus d'essence et que les prix de l'essence baissent. Mais ce n'est pas aussi rentable d'un point de vue commercial. Aussi étrange que cela puisse paraître, plus l'essence sera chère et inaccessible en Russie, mieux ce sera pour le Kremlin. Le gouvernement fait tout son possible pour faire grimper les prix plus vite, tout en simulant une lutte contre la hausse des prix. Voilà le tableau. Si cela continue ainsi, affirment les économistes, dans 1 an ou 2, la plupart des Russes abandonneront leur voiture pour revenir aux charrettes. Ils se sont trop relâchés et maintenant ils reviennent à un modèle normal, comme en Corée du Nord. La Corée du Nord a été copiée sur l'Union soviétique, donc maintenant, la Fédération de Russie va copier la Corée du Nord. C'est normal. Pourquoi êtes-vous surpris ? À Moscou, un attentat a été commis contre le général Alexeev qui supervisait les sociétés militaires privées et l'utilisation du Novichok à l'étranger. Et tout cela sur fond de négociations à Abu Dhabi. Mes collègues vont vous en dire plus en détail.
Le deuxième jour des négociations de paix à Abu Dhabi entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie s'est terminé par un accord sur l'échange de 314 prisonniers de guerre. Tout va bien, maman, j'ai très peu de temps maintenant. Je suis à la maison, tout va bien, je suis vivant, en bonne santé. Selon les prévisions optimistes de la partie américaine, la guerre devrait bientôt se terminer, car, comme Trump le répète sans cesse, Poutine veut vraiment la paix. Si vous me demandez si Poutine est intéressé par la fin de la guerre, je vous répondrai oui, il veut que la guerre se termine le plus rapidement possible. Il le souhaite parce que l'économie russe n'est pas dans un état qui lui permettrait d'envisager une guerre longue. Mais il veut que la guerre s'arrête par une défaite de l'Ukraine et de l'Occident. C'est aussi ce qu'il souhaite. Et pour l'instant, cela ne coïncide pas. L'accord sur les territoires est toujours en discussion. Le travail sur les garanties de sécurité est presque terminé. L'accord sur la prospérité est en phase de finalisation. Je pense que le peuple ukrainien est aujourd'hui plein d'espoir que nous conclurons bientôt un accord de paix. Du côté ukrainien, tout semble moins optimiste, mais la délégation ukrainienne continue de faire pression et d'insister sur ses intérêts. Poutine est obligé de céder. Le fait que la Russie soit passée à la discussion des détails techniques est déjà un signe important que Poutine considère désormais le processus de paix d'une autre manière. Non pas du point de vue de son efficacité, mais du point de vue de son allongement, car il a déjà compris que la présence dans le processus de paix de personnes comme Medinsky signale au moins aux Américains que Poutine n'a aucune intention sérieuse. Ils comprennent parfaitement qu'un clown ne peut pas régler les questions de guerre et de paix. Alors il y envoie des gens sérieux, comme un général en quelque sorte. C'est peut-être pour cela que le chef du GRU russe évite de raconter ce qui est réellement discuté lors des négociations. Et dans l'ensemble, comment était l'atmosphère des négociations? Eh bien, au moins en 2 mots. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont dit que tout cela était vraiment très constructif et que tout le monde comprenait absolument tout. Tout le monde comprenait tout, dans quel sens? Dans le sens le plus direct. Tout est très compliqué. Regardez dans quel monde turbulent nous vivons. Et pendant ce temps, en plein jour, au cœur de la capitale russe, on tente d'assassiner son adjoint, le général-lieutenant Vladimir Alexeyev. Pour l'instant, il est en vie, mais il souffre de multiples blessures par balle et son état est grave. Je vous en prie, réfléchissez-y. Il ne faut pas faire cela maintenant, car il est impossible d'imaginer un coup plus dur porté à l'image de la Russie, à ses forces armées, en ce moment. Une telle provocation n'a pu être organisée que par les ennemis de la Fédération de Russie. Alexeyev est un véritable traître à la patrie, car il est né et a grandi dans la région de Vinnytsia, où ses parents sont enterrés. Afghanistan, Tchétchénie, Syrie, Donbass et l'invasion de l'Ukraine, ce n'est qu'une partie de son parcours militaire. Bien qu'il soit parti d'ici il y a plus de 40 ans et que ses parents ne soient plus en vie, on se souvient très bien de lui ici. De plus, Alexeyev est l'un des organisateurs des frappes aériennes et de missiles contre l'Ukraine, ainsi que le superviseur des soi-disant référendums dans les territoires temporairement occupés. Je suis plus que certain d'avoir accompli toutes les tâches fixées par la direction politico-militaire du pays. Ils sont parfaitement équipés, parfaitement entraînés et surtout, ils sont idéologiquement motivés pour accomplir les missions dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Il s'avère donc que, malgré les négociations, aucun criminel de guerre n'est totalement à l'abri des services spéciaux ukrainiens, même sur le territoire de la soi-disant Grande Russie. Lors des négociations à Abu Dhabi, il n'a pas encore été possible de résoudre la question territoriale, ni celle de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les représentants des États-Unis à Abu Dhabi avaient de nouveau proposé d'instaurer une trêve énergétique. Et si l'Ukraine a accepté la proposition américaine, la Russie, pour l'instant, n'a pas donné son accord. L'Amérique a proposé aux 2 parties de soutenir à nouveau l'initiative du président des États-Unis concernant la désescalade dans le domaine de l'énergie. L'Ukraine a confirmé. La Russie, pas encore. Bien sûr, nous soutiendrons les mesures de désescalade s'il y a des propositions similaires de la part des Américains. En outre, les Américains ont proposé de mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine avant le début de l'été, car plus tard, ils auront une autre priorité, les élections au Congrès. La Russie a poursuivi ses frappes contre l'Ukraine, qui ont eu lieu dans la nuit du 7 février. L'énergie était à nouveau la principale cible. Les Ukrainiens se sont retrouvés sans lumière, sans électricité et sans eau, en plein froid. Les dossiers de Jeffrey Epstein mènent aussi en Russie. Les services spéciaux de la Fédération de Russie pourraient être impliqués dans le scandale lié à la publication des fichiers. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk. Selon lui, la Pologne et d'autres pays devraient enquêter sur cette question. Il estime que les services spéciaux ont délibérément utilisé Epstein pour créer un piège afin de recueillir des informations compromettantes sur des membres des élites occidentales, principalement des États-Unis.
Je rappelle que les fichiers publiés dans l'affaire du financier contiennent plus d'1 millier de documents concernant Poutine. Plus de 9000 autres fichiers sont liés à la Russie. Les archives d'Epstein mentionnent un grand nombre d'hommes politiques et de célébrités russes. Par exemple, Jeffrey Epstein souhaitait rencontrer en 2014 la présidente de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina. Le nom de l'ami de Poutine et directeur de Rosneft, Igor Sechin, apparaît à plusieurs reprises dans les archives. De plus, Vladimir Jirinovski est mentionné à 5 reprises. On y trouve également une mention de l'ami de Poutine, le chef d'orchestre et directeur du Bolchoï, Valery Gergiev. Apparemment, Epstein était en contact au moins depuis 2009 avec l'oligarque russe Oleg Deripaska et l'homme d'affaires Mikhail Prokhorov. Epstein appréciait beaucoup les jeunes femmes russes, ce qu'il mentionnait à plusieurs reprises dans ses lettres à son ami Bin Suleiman. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, Yulia Kurt, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je lis vos commentaires et je ressens votre soutien. Force aux défenseurs ukrainiens. Gloire à l'Ukraine. Abonnez-vous et mettez un like. À bientôt.